j'ai tenu à raconter ce voyage parce que je pense que ce que j'y ai découvert démontre un certain nombre des supercheries qui ont été vendues à l'opinion publique occidentale durant cette guerre et après cette guerre. On a essayé d'expliquer que la Libye était un succès et que la Libye était même le seul succès du printemps arabe, à savoir un pays dans lequel la démocratie plutôt libérale avait triomphé par rapport à l'islamisme, à la différence de la Tunisie ou de l'Égypte. En l'occurrence, c'est totalement faux et c'est une utopie qui continue de prévaloir parce que certaines personnes la propagent avec de nombreux relais, notamment BHL, que j'ai vu très récemment à la télévision expliquer que justement le gouvernement libyen n'était pas un gouvernement islamiste. C'est faux. Ce qui s'est passé en Libye, c'est que le fameux Congrès national libyen a élu 35 membres d'une coalition dirigée par un pseudo-libéral qui avait d'ailleurs peu de choses d'un libéral, qui se drapait les atours d'un libéral, mais qui n'en était pas un, qui s'appelait Gibril. Mais le reste de donc les 170 députés restants, à peu près, les 160 députés restants, étaient presque tous à coloration islamiste. Alors ça, on a tenté de l'évacuer, on a tenté de le dissimuler pendant un certain temps, mais on a vu en 2013, au début de l'année 2013, que tout ça nous explosait en pleine figure. Parce que y a notamment des blocs qui se sont créés, qui sont des blocs ultra radicaux au Parlement, notamment le blog d'Abdelwahab Al-Gaïdi, qui regroupe plus de 60 parlementaires, donc ces fameux indépendants dont personne ne parlait. Et ce monsieur est le frère du numéro 2 d'Al-Qaïda, qui a été tué par un drone au Pakistan l'année dernière. C'est celui qui a promulgué cette fameuse loi d'isolation politique, etc., qui est à la base de l'encerclement des ministères par les brigades le mois dernier, etc. Donc tout le chaos qui prévaut à l'heure actuelle, c'est un chaos qui découle de la vaste supercherie qu'on a essayé de mettre en place sur la Libye, à savoir un pays où tout allait bien, où tout le monde voulait la démocratie libérale. C'est faux. En Libye, l'islamisme est profondément enraciné, ça reste un pays où c'est quasiment la seule référence identitaire, après une colonisation très brutale, une colonisation italienne, une monarchie qui a quasiment été inexistante, et puis 42 années de dictature. Les gens se retrouvent aujourd'hui dans une seule chose, c'est l'islam, et c'est un islam assez radical. Voilà, donc c'était une des raisons qui m'ont poussé à ça. Les autres, c'était le génocide, parce que je pense qu'on peut parler de génocide dans le sud, le génocide des populations noires, que ce soit les Tobous, que ce soit les gens de Tawarga, etc., qui ont été massacrés par les milices révolutionnaires avec l'aval ou au moins avec le silence des autorités françaises. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses à relever, beaucoup de mythes à piétiner sur ce qu'on avait pu dire à propos de la Libye. Le Congrès national général libyen, d'ailleurs, son chef vient de démissionner parce que il tombe sous le coup de cette fameuse loi édictée par les islamistes qui interdit de politique simplement tous les gens qui ont participé de près ou de loin à la vie nationale depuis 1969. Donc autant dire que ça ne laisse le champ libre qu'à deux catégories de personnes, les anciens membres du LIFG, c'est-à-dire du Front islamique libyen de combat de Belhaj, et les salafistes qui ont toujours été dans l'ombre et qui n'ont jamais participé à rien. Mais les opposants libéraux, eux, sont éjectés. Donc aujourd'hui, le Parlement, c'est un Parlement largement acquis aux islamistes, et à mon sens, il ne va pas faire grand-chose pour mettre un terme justement à la vigueur des brigades à travers le pays, parce que la plupart des brigades lui sont acquises. Donc si vous regardez par exemple la fameuse brigade dont on a parlé ce week-end, la brigade Dera Libya de Wissam Ben Hamid, c'est une brigade salafiste. Salafistes, c'est des gens de Misrata qui sont parmi les plus puissants du pays, mais même s'ils sont installés à Benghazi, mais c'est des salafistes. La plupart des grosses brigades de l'Est sont également acquises à des gens qui sont proches du Qatar, comme Ismail al-Salabi, Mohamed el-Harabi, etc. Et il y a peu de chances que les choses changent dans les mois qui viennent. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'armée nationale. Donc le Congrès, il peut vouloir le remplacer, il le remplacera par quoi? Le Mali, c'était une intervention qui était très mal préparée parce que moi je pense, je ne suis pas un stratège, mais je pense que quand on va en guerre, il faut au moins être sûr que l'ennemi ne va pas s'enfuir.
En l'occurrence, quand on était au Mali, quand on regardait la carte du Mali, ça crevait les yeux. On avait des frontières poreuses de tous les côtés. Donc franchement, envoyer des hommes pour faire joli, pour chasser les pauvres gamins qui avaient été laissés derrière, qu'on retrouvait dans les trous avec des vieux fusils, etc., ça n'avait guère de sens. On savait que les vrais djihadistes, eux, par contre, avaient quitté le pays depuis longtemps, qu'ils étaient réfugiés en Libye, qu'ils étaient réfugiés au Niger. Donc les conséquences, c'est pas de circonscrire le problème des islamistes, c'est au contraire de l'étendre, c'est de le répandre. Au Mali, contrairement à ce qu'on a dit, les djihadistes avaient une position qui était assez instable, parce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre, Bamako, avec l'appui de la communauté internationale, essaierait de les virer. En s'installant en Libye, ils sont aujourd'hui, parce qu'ils sont revenus dans le sud-ouest de la Libye, ils sont aujourd'hui beaucoup plus stables, parce que jamais le gouvernement de Tripoli, avec le raz-de-marée islamiste qu'on vient d'évoquer, ne tolérera une frappe ou une incursion occidentale contre les djihadistes établis dans le sud.